l'occupation des Allemands. Je ne me rappelle plus très bien les années, ça doit être en 1942, je pense qu'on a commencé à être occupés. Et à ce moment-là, les mesures pour les Juifs étaient très dures. C'est-à-dire qu'à l'époque, nous avions quand même 16 ou 17 ans, on n'avait pas le droit de rentrer après 8 heures, on n'avait pas le droit de faire les courses qu'1 heure par jour, on avait des tickets d'alimentation tamponnés juifs, des tickets de la carte d'identité tamponnés juifs. En plus, le plus beau de tout, c'était qu'il fallait porter l'étoile. Là, vous voyez là, on avait collé ici. D'ailleurs, ma photo est là derrière, avec ma soeur et moi, avec l'étoile en bas. Et on n'en avait que 2. Et en été, quand on changeait de robe tous les jours, plusieurs fois, il fallait découdre et coudre tout le temps. Et les gens comme mon papa était un magicien, c'est-à-dire qu'il fabriquait des pots de gants, des pots d'agneau pour fourrer les gants, des petites pots d'agneau bornés, qu'il allait acheter en Espagne, et il les vendait entre 2 endroits, c'était Millau dans l'Aveyron et Saint-Junien à côté de Oradour. Mais malheureusement, les Allemands nous ont fermé la tannerie 1 an avant qu'on parte à Oradour. Et moi, je travaillais avec mon papa, j'avais 16 ans. J'ai travaillé 6 mois avec lui. Et on nous avait pris la voiture. On avait une traction avant, à l'époque, on n'avait plus. On allait au moulin en vélo, tous les matins. Puis après, sont venues les mesures. Il a fallu quitter. Bayonne était ce qu'on appelait la zone libre, c'est-à-dire la zone occupée par les Allemands. Et on nous a donné l'ordre de quitter Bayonne pour partir en zone libre. Et alors, papa, à ce moment-là, a eu un choix à faire, c'est-à-dire, il avait besoin de choisir entre ce que je vous ai dit avant, Millau dans l'Aveyron et Saint-Junien dans la Haute-Vienne. Bon. Il a appelé son ami là-bas et son ami lui a dit « Robert, je suis désolé, il n'y a pas d'appartement à Saint-Junien pour le moment. On t'en a pris un à Oradour en attendant. » Vous voyez, le destin, il est fixé sur rien du tout. Ça, c'est le laisser-passer français et allemand, la photocopie, où on nous donne l'ordre de partir. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est qu'en plus, les Allemands, avant qu'on s'en aille, ont saisi tout le mobilier des familles juives de Bayonne, sauf la nôtre. C'est-à-dire qu'ici, à nos 2 étages, on a pris 3 camions pleins de déménagement. Ils sonnaient, ils mettaient les scellés sur les portes, sauf la chambre et la cuisine. C'est-à-dire qu'ici, il y avait presque 3 salles à manger, une ici, une là, une autre là-bas où on mangeait le soir. Il n'y avait que la chambre de ma tante là et la cuisine. Tout le reste a été pris et en bas pareil. Alors, mettant les scellés, vous n'aviez plus le droit de rentrer. S'il y avait vos bijoux, votre argent dedans, tout est parti. Voilà. Et nous étions les seuls à Bayonne à qui on n'avait pas pris les meubles. Moi, c'est moi qui ai ouvert à l'Allemand quand il est venu un jour à 2 heures. Et je lui ai dit, mes parents ne sont pas là, on reviendra demain, ils ne sont jamais revenus. Ce qui fait qu'on a emporté tout le mobilier à Oradour et il a brûlé quand même. C'est la destinée. C'est extraordinaire. Et on revient à Oradour, donc alors, ma grand-mère, qui était un petit peu voulait monter, elle a dit partir à Millau, il fait très chaud là-bas, on va partir à Saint-Junien. Alors on est parti donc à Saint-Junien par le train. Et mon pauvre papa, quand il a passé le pont de fer, là-bas, il hurlait comme un fou. Il disait, je ne veux pas partir, je n'ai rien fait de mal. Et le voyage a été très long, parce qu'à l'époque, on ne passait pas par Bordeaux, on faisait tout le tour par le Cantal et par là-haut, là-bas. Enfin, on est arrivé là-bas, les meubles étaient arrivés avant nous. Nous avions une toute petite maison qui était occupée, une partie en haut par le propriétaire, qui était de Pau, entre autres. Et le reste, où il y avait juste une chambre pour mes parents, une toute petite chambre pour nous, ma soeur et moi, et la cuisine. Ici, à l'époque, nous avions la salle de bain, ce qui était quand même un événement. On avait la douche, la baignoire et tout. Là-bas, on n'avait rien. On n'avait qu'une bassine pour se laver. Il n'y avait pas d'évier. Les WC, ils étaient au fond du jardin là-bas.
et devant la porte, il y avait la pompe. Voilà comment ça marchait. Mais on n'a pas souffert du tout. On n'a pas eu faim d'abord. Tous les jours avec ma soeur, on partait avec le vélo, chacun dans son quartier, on faisait le plein et nous n'avons jamais eu faim. Alors mon papa, pensant trouver du travail à Saint-Junien, n'en a pas trouvé. Par contre, avant de partir là-bas, mon papa, toute la communauté juive de Bayonne était partie presque, il en restait très peu. Mais il restait surtout tous les pauvres et les malades, qui étaient dans un hospice à la rue Montbec en face de la synagogue. Et mon papa a pris la suite du président et il faisait partie de l'Union Générale des Israélites de France, qui était un organisme de Péter, mais qui permettait toutes sortes d'aides à tous ces pauvres gens. Et ça fait que quand nous sommes partis, toute la communauté est partie du côté de Pau, c'est-à-dire à Bagnères de Bigorre, en Haute-Pyrénées. Les pauvres étaient à côté d'Argelès-Gazos, et ils étaient tous là, et nous étions là-bas. Alors papa, il est rentré dans l'Union Généraliste de France à Brive, qui était à côté de Limoges. Et il partait tous les lundis et il rentrait le vendredi. Heureusement pour nous, parce que si papa était parti et Oradour a eu lieu un samedi, si ça avait été un jour de la semaine, on aurait suivi maman comme des moutons à l'église. Ça, il n'y a rien à faire. Et comme papa était là, quand la colonne a commencé à monter, parce qu'Oradour est un petit village qui monte, c'est-à-dire il part par en bas, il monte et par en haut. Et les maisons sont de chaque côté de la rue. Ils sont arrivés par en bas, ce qui fait que nous ne les avons ni vus ni entendus quand ils sont arrivés. Et quand ils sont arrivés au niveau de notre maison, Oradour était déjà tout entouré de partout. Mais on ne l'avait pas vu. Et alors, c'était 2h ou 2h15, je ne me rappelle plus, on venait de finir la vaisselle, Francine et moi, et on a entendu monter la première voiture allemande. Et à ce moment-là, papa nous a dit, les petites, vous n'allez pas rester là, vous allez partir dans le pré de la commune. Et le pré de la commune, c'est un pré, notre maison était la dernière en haut. Nous avions la maison, le jardin, et après le pré de la commune, qui jouxtait notre maison. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que mon papa, 2 mois avant l'histoire d'Oradour, il devait être tellement paniqué, ça se voit sur sa photo, qu'il avait loué un autre appartement en face de la maison pour sauver les petites en cas qu'on ville les chercher la nuit. C'est-à-dire que ma soeur et moi, on couchait de l'autre côté. Alors, on revient. La colonne monte, donc il nous dit... Alors, il nous accompagne dans la prairie. À ce moment-là, il a entendu une voiture chenillette s'arrêter devant la maison. Il est parti. Il n'est pas revenu. Et de ce fait, nous ne sommes pas rentrés dans la maison. On s'est douté qu'il y avait quelque chose. Et nous sommes partis par derrière notre maison. Alors, notre maison était la dernière, et celle qui touchait notre maison, c'était l'hôtel Pension Avril, où était ma grand-mère. Ma grand-mère n'était pas avec nous, elle était là. Et derrière l'hôtel, il y avait un petit escalier qui servait à aller vider les seaux hygiéniques, je pense, au fond du jardin. Et dans ce petit appentis, c'est là où on mettait les râteaux autrefois et les, je sais pas, la brouette, je sais pas ce qu'il y avait là-dedans. Et nous nous sommes mis là tous les trois, mon frère, ma soeur et moi, depuis 2h30. Il n'est pas là, photo. Oui, ça y était pourtant là. Il me l'a piqué là-bas, je pense. Je la vois pas, mais je vais vous la trouver après. Nous sommes restés là de 2h30 jusqu'à 6h30 du soir, sans bouger, avec mon petit frère mongolien qui ne criait pas, heureusement, chose qu'il n'a pas fait après, parce que quand on est sorti, il a crié beaucoup. Et bien la voilà, je suis bête. Là voilà la photo de mon petit Kajibi. C'est le jour où on est allé avec les judéo-chrétiens il y a 5 ans. Je les ai amenés tous là-bas. Tu vois mon petit Kajibi, c'est pas grand, hein? Et alors, quel âge là? 19 ans, 17 ans et 9 ans le petit. Donc là, vous vous êtes caché de 2h30 à 6h30.
Et pendant ce temps, vous entendiez... Ah, on entendait tirer de partout, mais on ne bougeait pas. D'accord. Et puis à 6h30, il y avait, dans le près de la commune, là, qui était à côté de mon jardin, il y avait un grand tas de ce qu'on appelait les broustiques autrefois. C'était des petits bois pour allumer le feu. D'ailleurs, j'ai une photo de moi prise dessus, là, je suis prise dessus. Et j'ai entendu un craquement. Et j'ai ouvert la porte et j'ai vu tout le petit tas de bois qui brûlait et tous les fils électriques des maisons qui brûlaient. Alors là, j'ai dit à ma sœur, on ne peut pas rester, il faut sortir. Alors on est sorti sans se bousculer. Nous avions à l'époque déjà les sacs en bandoulière. On a ouvert nos sacs, on a sorti nos cartes tamponnées, parce que les Allemands étaient là, et au moment où on allait les cacher dans la haie, on a trouvé 3 Allemands. Alors les 3 Allemands dans leur charabia, ils se sont parlé entre eux. Nous, on a essayé de leur parler. Est-ce qu'ils ont compris? J'en sais rien. Est-ce que c'était des Alsaciens? Est-ce qu'ils ont eu pitié de mon petit frère qui était sur nos épaules? Ils nous ont fait Haust, c'est-à-dire, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais avec le geste, on a compris. Et allez, au radeau, vous n'êtes jamais allé? Non. Alors au radeau, maintenant, est tout entouré d'un mur, mais autrefois, il n'y avait pas de mur. Et on est parti depuis derrière chez nous jusqu'au cimetière. Je ne peux pas vous expliquer, c'est plus grand que 2 fois qu'on traversait la place, si vous voulez. Là. Ma sœur, avec une veste rouge, jusque-là, comme on portait à l'époque, on portait le Dédé sur les épaules. On n'a rencontré personne. Arrivé au cimetière, ces gens-là, ils avaient tué les gens, mais ils avaient lâché toutes les bêtes. Alors vous aviez les vaches qui étaient affolées du feu, qui partaient toutes les cornes en avant. Les poulets, les lapins, tout ça était dans les arbres partout. Et on est parti en marchant, là, sans savoir où on allait. On est parti sur la route du Madeleine, là où on allait chercher le lait d'habitude. On a marché jusqu'à 10h du soir, depuis 6h30. Puis arrivé là-bas, dans un château, il y avait une panique terrible. Les châtelains chargeaient tout leur mobilier dans les charrettes pour les sauver, je pense. Et puis le châtelain, il a dit à la bonne, donner de la soupe à ses enfants. Et puis quand elle a commencé à nous servir la soupe, est arrivé Robert Ebras, qui est un des 6 rescapés la seule grange en feu où il y a eu des rescapés, une seule. Robert était tout brûlé, il n'avait plus de cheveux, il avait 7 balles dans la peau, je vais en enlever 2. Tous les vêtements tout brûlés, et c'est là qu'il nous a raconté comment ça s'était passé, enfin ceux qui l'avaient vu, lui. Alors il nous a dit, voilà, quand les Allemands sont arrivés, on a passé le tambour de ville à l'époque, c'était le gars champêtre, qui a dit aux gens, rassemblez-vous, tout le monde sur le champ de foire. Alors les gens sont allés là-bas, jamais on avait vu un Allemand au radeau. Hein. Il n'y avait pas de maquis, il n'y avait rien, on ne savait pas ce que c'était tout ça. Alors tout le monde est parti là-bas en discutant, mais sans peur du tout, parce que ils ne prévoyaient pas ce qui allait se passer. Arrivés sur le champ de foire, ils ont dit, vous allez vous séparer, les hommes du côté gauche, les femmes et les enfants à droite. Bon. Tous les gens qui ne sont pas rassemblés ont été tués dans leur lit, tous les malades, tout y est passé. Bon. Ce jour-là, il y avait l'école, c'était 2h30. Tous les enfants des écoles sont arrivés sur la place avec leurs instituteurs. Et quand ils ont fini le rassemblement, ils ont entre-temps cherché des granges et des garages pour rassembler les hommes par petits tas comme ça, de 30 ou 40. 40 c'était le plus grand, c'était Robert, autrement c'était une trentaine. Il y en avait une en face de chez nous, il y en avait, je ne me rappelle plus, 6 ou 7. Robert, il a eu la chance, c'était la seule grange où il y avait une porte arrière. Alors, on les a mis dans les granges, on leur a fait sortir tout ce qu'il y avait dans les granges, les charrettes, la paille, tout ça. Là. Ils se sont mis là, et puis, devant chaque grange, il y avait 2 Allemands couchés à plat ventre, avec 2 fusils mitrailleurs. Quand tout ça a été bien organisé, ils ont entendu un coup de feu qui a donné le départ. Et à ce moment-là, ils ont tiré dans toutes les granges en même temps. Et ils ont tiré à peu près au niveau du volet, là.
Vous voyez, à la hauteur de là. Ce qui fait que les gens, il y a eu quelques balles perdues avec des gens qui ont été plus blessés, mais tous ont été tirés aux jambes, ils se sont rafalés tous les uns sur les autres. Et il y en a qui étaient étouffés là-dedans, ça hurlait. Ils sont rentrés, ils ont achevé à coups de pistolet ce qui bougeait, ils ont mis tout le feu par-dessus et le feu. C'est-à-dire qu'ils ont été brûlés vivants, la plupart. Et dans la grange de Robert, il y en est sorti juste 6. Et à ce moment-là, sur le champ de foire en question, il y avait un nommé Jean Blanc, que je connaissais bien, qui était de notre âge, qui n'a pas pu se rendre au champ de foire, parce qu'il avait toute la jambe dans le plâtre, il avait eu un accident. Et il nous a vu passer, ma soeur, mon frère et moi, et il nous a dit, vous avez eu une chance inouïe, parce que 5 minutes après que vous êtes passé, Poutaro, qui était le garagiste, qui sortait de la grange de Robert, il a été tué sur la route. D'ailleurs, il y a la plaque sur la route. 5 minutes après nous. C'est-à-dire qu'on a eu une chance inouïe. Et alors, les autres, les 5 autres, non, les 6 autres, il doit y en avoir 7, sont sortis par derrière, chacun de leur côté. Et Dartou, qui était un rescapé, le dernier avec Robert, était lui très très blessé. Alors il s'est traîné comme il a pu. Et c'est comme ça qu'on a retrouvé Robert dans le château. Mais Robert, c'est tout ce qu'il savait, il n'avait pas vu le reste. Et alors il nous a dit, on a dormi, enfin on n'a pas dormi, on est resté toute la nuit dans un pré au château à regarder brûler au radeau. Et quand le jour s'est levé vers 6 heures, il nous a dit, qu'est-ce que vous allez faire? Oui, je dis, il nous a dit, moi j'en sais rien, je ne sais pas où on va aller. On ne savait pas ce qui s'était passé de mes parents, on ne savait rien. Et puis il nous a dit, moi je pars chez ma soeur, si vous voulez, je vous amène. Et on a remarqué encore, je ne sais pas combien d'heures, on a traversé la glane avec de l'eau jusque-là, et on est arrivé là-bas, il y avait la panique, bien entendu, parce que, vous savez, non contents d'avoir fait tout ce qu'ils ont fait dans Oradour, ils ont, par exemple, les mamans, quand elles ont entendu tirer, elles ont voulu rentrer dans Oradour pour voir où étaient leurs enfants. Ils les faisaient rentrer, puis ils ne les faisaient plus sortir. Ils les tuaient avec les enfants. Et du côté du Mas-de-Glane, où nous étions chez la sœur de Robert, il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas où était leur famille et tout. Et alors le papa de Robert, qui avait ce jour-là, n'était pas au Oradour, il déchargeait du bétail dans un village à côté. Le dimanche matin, quand nous sommes arrivés, il nous a dit, maintenant je vais aller voir ce qui se passe à Oradour. Il est parti là-bas à pied, bien entendu. Et quand il est revenu le soir, il ne pouvait pas dire un mot, il nous a simplement dit ça. J'ai vu brûler les femmes à Reims à l'autre guerre et ils ont fait pareil des nôtres. Il était rentré dans l'église et il avait vu le spectacle. Et à partir de ce moment-là, Francine et moi, les 2 seules filles, nous étions là avec 15 garçons qui étaient... Parce que il y en a ceux qui se sont sauvés, ce sont ceux qui ont eu peur d'être pris pour le STO, ou des maquisables, j'en sais rien. Ceux qui craignaient quelque chose. Qui craignaient quelque chose. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés dans la ferme, là, toute cette équipe-là avait rien que ce qu'on avait dessus, pas grand-chose à bouffer, les paysans nous ont aidés, mais enfin, tous les jours, ils partaient dans Oradour avec des sacs, parce que je vous l'ai dit, ils avaient lâché toutes les bêtes, alors ils ramassaient des poulets, des lapins, ils mettaient ça dans les sacs, quand ils arrivaient là-bas, ils étaient moins étouffés ou crevés, mais enfin, on a tout bouffé parce qu'il n'y avait pas autre chose. Et voilà, et alors après, ce sont comment ça s'appelait, les séminaristes qui ont fouillé tout et essayé de ranger un petit peu le mieux possible toutes pas les ruines, mais tout ce qu'il y avait dedans. Et alors, ce jour-là, donc les Allemands, quand ils ont fini leur travail avec les hommes, ils sont rentrés dans l'église, et dans l'église, ils ont mis une caisse avec des fils, et qui était une bombe explosive, bien entendu, et incendiaire. Et quand ils ont vu tout ça, ça a explosé, ils ont tiré avec leur fusil mitrailleur dedans, et le feu a pris aussitôt, bien entendu. Vous vous rendez compte un peu ce que c'est dans l'église? Il y avait 460 personnes. Il y avait 200 et quelques enfants. Tous des petits bébés, de tout il y avait. Et là, ils sont restés de 2h30 jusqu'à 6h30 qu'on a mis le feu. Hein, pour faire pipi, pour boire le biberon, il n'y avait rien là-dedans. Hein.
Vous connaissez l'église du Saint-Esprit? Là à côté, c'est la même. J'y étais hier pour l'enterrement, j'ai pleuré tout le temps. Toute petite église, il y avait... tout le monde devait être debout, ça devait être affreux. Et alors de l'église, il n'y a qu'une dame qui est plus... Non, il y a une dame qui est sortie, Madame Bouffange, parce que derrière l'église, il y avait un grand escabeau comme ça pour allumer les cierges. Et dans l'explosion, tous les vitraux ont sauté. Alors, elle s'est jetée de là par le vitrail très haut. Et derrière elle, il y a une maman avec son petit bébé qui a voulu sauter, eux, ils l'ont tiré dessus. Elle a pu se sauver dans les petits bois, derrière, dans le jardin du curé. Et la maman et le bébé, ils sont morts là derrière. Et alors, quand vous rentrez dans l'église au radeau, c'est impressionnant. Vous rentrez à droite, il y a toute la cloche qui a fondu complètement. Mais, quand vous rentrez dans l'église, il y a donc le maître-autel devant, où on a trouvé le sac de ma maman à moitié brûlé, là, avec tous les papiers de papa dedans. Le portefeuille, il y avait tous ses papiers, sauf sa carte d'identité. Permis de conduire, tout ce qu'il y avait. Et alors, il y a donc le maître-autel, et de chaque côté, il y avait deux autels supplémentaires, en bois. Il y avait un confessionnal en bois, où il y avait 2 enfants dedans, complètement morts, et quand on a touché dessus, tous les corps se sont effondrés. Ils étaient comme brûlés, très drôle, il paraît que c'était très curieux. Et comment, moi c'est ce que je me pose toujours la question, comment la cloche a fondu et les autels qui étaient en bois n'ont pas brûlé? Alors on dit que c'est une histoire de vent. Moi je dis que c'est plutôt la hauteur de cadavre qui a protégé les oratoires, c'est sûr. Ce qui fait que le lendemain, les Allemands, ils ont passé la nuit à Oradour dans la seule maison qui n'ont pas brûlé, ils n'ont brûlé que le lendemain, à faire la nouvelle. Le lendemain, ils sont partis. Le lundi matin, ils sont revenus. Ils ont sorti le peu de, si on peut appeler ça des cadavres, hein, qui restaient dans l'église. Ils ont fait une fosse, ils les ont mis dedans avec la chaux vive pour pas qu'on les reconnaisse. Et voilà, et après ça a été fini. Voilà. Et alors, je vous ai porté le livre, là, vous allez voir les cadavres, vous allez voir tout ce qui reste là-dedans, de la saleté, là. J'ai une question. Quand on voit quand une organisation dont ils ont fait preuve, on a du mal à penser que c'était une action spontanée, de colère, de peur, de... La veille, Morano, ils ont pendu à Tulle 100 personnes au balcon à décrocher de boucher. Pour s'entraîner. C'était la veille. C'était une compagnie. Bon, ça c'était le 10 juin. Le débarquement avait lieu le 6. Ils repartaient sur le front de Normandie. Et ils avaient ordre certainement sur le passage de zigouiller tout. Et alors nous, ce qui nous a... Alors il y en a qui disent que c'était pas cet orateur, mais oui. Ils étaient à Saint-Junien. Bon, à Saint-Junien, ils ont trouvé que c'était trop grand certainement. Et le premier après Saint-Junien, c'était nous. Mais est-ce qu'il y avait eu quelques actions de résistance? Rien du tout. Rien du tout. Chez nous, il n'y a eu rien du tout. C'est bien simple, ils cherchaient des armes, ils n'en ont pas trouvé. Parce que avant de mettre le feu aux maisons, ils ont fouillé partout. Hein. Ils se sont servis de tout ce qu'ils voulaient. Je le sais parce que nous avions un coffre-fort à la maison comme ça. Et dans les rues, il n'y était pas après. Hein, donc ils l'ont emporté. Ça, c'est le laisser-passer. Alors, c'est roulant parce que dans le laisser-passer, vous avez lu, ils disent qu'on peut emporter tout ce qu'on veut. Quand ils avaient tout pris aux Juifs. Si je m'en vais, ça coupe le son en même temps. Combien il y avait d'habitants à Oradour? 600, 620, je crois, peut-être comme ça. Et en plus, ce jour-là, il y avait beaucoup de monde parce que c'était le jour où on distribuait le tabac, c'était le samedi, les gens venaient faire les courses. Le matin, nous, on avait fait la queue toute la matinée au boucher pour avoir 2 escalopes de bois, on faisait la queue toute la matinée. Il y avait du monde et les gens venaient se ravitailler le samedi. Et le sous-préfet était allemand?
Sous-préfet. Oui, le sous-préfet de Bayonne, délégué dans les fonctions de préfet pour la zone occupée de Oui, c'est Basse-Pyrénées, possible. les signé Tilda Il Schmitt. y avait les deux, certainement, le français et l'allemand. Alors là, il y a encore deux photos. Là. Il y a l'auto qui est sur le champ de foire, là. L'auto du docteur, c'est là où on les a rassemblés. Là. Et là, c'est le... Alors ça, c'est le chêne qui était devant l'église et qui était tout brûlé. Dieu merci, il a repoussé sa épée après. Et là, il est détruit tel qu'il l'était quand les Allemands ont quitté le village. Ouais. Le village est Ah, détruit parce qu'ils l'ont quand même... ils l'ont incendié, le village. À tout, avec le Ils lance-flamme. ont tiré dessus. Avec le lance-flamme. Tout est fait. Il n'est rien resté du tout. Mais pourquoi cet acharnement? Parce que finalement, moi, il y a un truc que je veux montrer, c'est qu'ils sont restés quand même longtemps. Ils sont restés longtemps quand même dans ce village. Non, une après-midi, c'est tout. Dans Ils l'après-midi, sont revenus après. ils ont brûlé. Tout a été fait dans l'après-midi. Tout. Il n'y a qu'une maison qui est restée pour la nuit, pour rester, pour voir certainement les conséquences. Et le lendemain matin, ils ont incendié celle-là et puis ils sont partis. C'est tout. Ouais. Dans une après-midi, ils ont brûlé les gens et détruit le village. Et toutes les maisons. À tout. Mais il semble qu'ils aient quand même attendu pour commettre leur crime un ordre quand même. D'après des historiens, d'après C'est d'autres. naturellement qu'ils avaient l'ordre. Naturellement. Mais c'était en guise de quoi? Donc pas de représailles, puisqu'a priori c'était pas une. Et pourquoi ils l'ont fait à Tulle? C'est pareil, s'ils avaient l'ordre de faire des massacres comme ça tout le long de leur semaine. Il répondait donc aux ordres d'un chef cinglé également. Mais de la Merline, celui qui a commandé. Comment il s'appelle? La Merline. La Merline. Et il est mort dans son lit bien tranquillement. Oui, puisqu'à priori, il y a 300 personnes qui sont venues à son enterrement, donc plusieurs de la division de la Strike. La Merline et Bart. Bart, il est mort sur le front Normandie. Et je suis sûre que les trois qui m'ont laissé filer, ils sont morts là-bas aussi, parce qu'autrement, ils auraient parlé. Ouais. Et alors, il y a quelque chose qui, depuis l'année dernière, me travaille énormément, c'est que je suis allée au procès de Bordeaux en 1953. Comme les Allemands m'ont laissé passer, c'est moi qui ai été interviewée la dernière. Ce qui fait que je n'ai pas entendu les ordres. Et l'année dernière, ce Robert Ebras est devenu mon frère. Depuis qu'on s'est retrouvés ensemble, on ne s'est jamais quittés. Je descends chez lui tous les ans. Et là, dans son bureau, j'ai trouvé les archives du procès de Bordeaux. Et j'ai lu, et j'ai trouvé un papier qui depuis m'empêche de dormir, même que je me fais pas d'illusions. Il y a un témoin qui a vu mon père 2 fois sur un camion tout seul allemand, sur un camion allemand tout seul. Alors, quand les Allemands ont rassemblé les gens sur le champ de foire, ils ont demandé des otages au maire. Attends, excuse-moi là. Vous allez arrêter, là, on est en train de filmer, on fait quelque chose de sérieux, là, vous commencez à nous agacer. Hein. Alors, tu te places là-bas, là, il y a un siège, il est très bien, là-bas. Arrête de passer devant l'objectif, s'il te plaît, merci. Alors, le maire a dit, si vous voulez des otages, vous me prenez à moi et à mes enfants. Bien entendu, ils n'ont pas accepté. À mon avis, ils ont demandé s'il y avait des juifs, on a dû dire qu'il y avait mon père, et ils l'ont pris. Ils l'ont baladé sur le camion, ils ont dû le tuer. Parce qu'alors, moi je ne suis revenue à Oradour que 8 jours après. Et 8 jours après, c'était déjà, on ne peut pas dire nettoyé, mais c'était, tout était sorti. Et arrivé sur le champ de foire, au coin du champ de foire, à la Grange Beaulieu, j'ai trouvé quelque chose d'anormal. J'ai fait venir le cantonnier, et en fouillant, j'ai trouvé les clés de mon papa là au coin. Les clés, c'est dans un or, c'est drôle, hein? Il avait toute la bouche en or, papa. Et c'est dingue. Oui. Ah ouais. Et les clés, je les ai là. Et les clés, vous savez, c'était des clés quand même. Il y avait les clés du coffre-fort, tout ça, tout le monde n'a pas ça là-bas. C'est là que je suis sûre qu'ils ont tué mon père à la Grange de Beaulieu, au coin du champ de foire. Un des premiers qu'on a dû tuer, c'est lui. Voilà. Voilà, vous voyez? Il y a la clé du coffre-fort et tout là. Voilà.
Et il portait l'étoile lui aussi? Ah, là-bas, on ne la portait pas en zone libre. Ah voilà. Mais non, mais on a dû demander et on a dû dire oui. Parce qu'en plus, il y avait un couple de Bordeaux. Eux, ils se sont sauvés, ils s'en sont tirés. Ils étaient cachés chez le curé Lorrain qui est mort, c'est marrant. Hein. Mmh. Voilà. Bon, vous pouvez arrêter la sonnerie, je pense, ça va. Hein. Ah oui, je voulais te poser une autre question. Oui, allez, vas-y. Tu étais jeune quand même quand, à partir de 42, les mesures restrictives ont Oui. commencé à s'appliquer aux Juifs. Et ton père a dû vous expliquer la raison pour laquelle il y avait Sans plus. ce genre de répression Je incompréhensible. ne me rappelle pas. Par contre, je vais vous raconter quelque chose d'amusant, par exemple. Écoutez les enfants. Vous savez qu'on n'avait pas le droit d'aller se baigner à la plage. Alors, à l'époque, l'école Jules Ferry, où vous sont allés, Ma mère, Simone. Voilà. était trop petite à l'époque. Et il y avait une, je ne vais pas dire un agrandissement, hein, enfin, il y avait des classes supplémentaires au bord de l'eau, à ce qu'on appelait la goutte de lait autrefois. Et alors la directrice de l'école, qui nous aimait beaucoup, nous avait permis, à Francine et à moi, d'aller nous déshabiller dans l'école qui était à côté de la baignade. Il y avait une baignade autrefois là, avec le maître nageur et tout. Et alors on se déshabillait, on laissait les toiles dans la classe et puis on partait à pied à la baignade pour se baigner. Par exemple au tramway, on n'avait pas le droit de monter que dans la dernière voiture. C'était tout des mesures comme ça. Non, papa a dû nous expliquer à l'époque, bien entendu, pourquoi on portait les toiles, mais l'histoire après, il n'osait certainement pas vouloir nous en parler trop. Mais vous ne ressentiez pas une injustice, une incompréhension du Non, on le prenait bien. Moi, je me souviens à l'époque, moi j'ai fréquenté mon mari, j'avais 14 ans, hein, depuis 14 ans. Et je me souviens, un soir, on se donnait rendez-vous à la gare, là, et on avait bu la limonade devant la gare à l'hôtel de Bordeaux. Moi, j'avais les toiles et pas lui, l'allemand est venu l'engueuler, ça c'est sûr. Mmh. Oui. Elle n'était pas juive. Non.